Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Ti, qui a écrit trois bouquins, dont un bouquin sur lequel maintenant nous allons nous pencher, Itinéraire d'une Vietnamienne, l'étudiante insoumise. Alors j'essaierai tous les mois d'inviter un abonné qui a écrit un bouquin. Voilà. Bonjour Ti, eh bien aujourd'hui nous allons parler d'un des bouquins que tu as écrit sur ta vie Oui, et sur une vie extrêmement dure quand même. D'abord au Vietnam, ensuite tu es parti du Vietnam, tu pars en Pologne et ensuite tu arrives en France. Et ça, c'est complètement incroyable. Alors, tu étais, c'était d'abord le bouquin Itinéraire d'une Vietnamienne, l'étudiante insoumise, le premier bouquin. oui. Tu, Bonjour tu Philippe. en fais trois, en fait. Il y en a trois. Il y en aura un deuxième que tu as déjà écrit et que tu es en train d'écrire un troisième bouquin. Oui. Euh, alors, l'étudiante insoumise, d'abord, la vie au Vietnam, la guerre au Vietnam. C'est ça. Tu étais au Nord-Vietnam, Oui, oui. C'est une vraie nordiste. une vraie nordiste, élevée dans le communisme. Oui. Et qu'est-ce que tu as vu là-bas? Donc, je suis née en 1955, Mhm, bien après le Dien Bien Phu, dans un village tranquille, 90, 150 km de Hanoï. Et la vie au village, c'était, on n'avait rien, mais on était heureux en fait. Parce que je suis d'une famille assez nombreuse. mhm. J'ai deux sœurs et trois frères. Et je voulais pas aller à l'école quand j'étais petite. Et c'est un peu difficile de dire maintenant, mais jusqu'à 6 ans, mes parents, ils ont eu du mal pour me mettre un pantalon. Oui. Alors, on se baignait dans la rivière, on attrapait des crabes, on jouait avec les buffles, on jouait avec des canards, et tout ça. Et en 1964, il y a des bombes américaines qui tombaient sur nos têtes. J'avais 9 ans, vous voyez? Des bombes américaines. Les Américains bombardent le Nord-Vietnam. Voilà, en 1964. Vous étiez au Vietnam, donc vous savez que c'est la guerre contre les Américains. Oui. Plutôt, vous étiez dans le sud, mais moi, j'étais dans le nord. Voilà. Donc, la vie au village, c'était pas mal. J'ai suivi mon cousin qui est musicien. Il est toujours là. Musicien traditionnel. On chantait dans le village au clair de la lune. J'ai des bons souvenirs de mon petite enfance. Voilà. Et alors, au Vietnam du Nord, à ce moment-là, est-ce qu'on était éduqué dans la vie du Parti communiste? Bah, hum, est-ce qu'elle est éduquée? Là, il faut voir les choses vraiment avec beaucoup de recul. Parce que tout ce qui dit en l'Occident sur les communistes vietnamiens de cette époque, je parle, hein, de cette époque, que j'ai découvert en arrivant en France, que j'ai lisé les bouquins, certaines choses qui sont exagérées, hein, C'est-à-dire, exagérées. Ça, et je me demande souvent qu'à cause de cette exagération, les gens d'autre bord, ils ont tendance de profiter, de faire un contrepoids. Vous voyez? Moi, par exemple, quand j'étais toute petite au Vietnam, on était allé à l'école. Dans le maître de l'école, le mhm, maître de l'école, d'abord le maître de l'école au Vietnam, on l'appelle père. On obéissait le maître au doigt et à l'œil. Donc, tout ce qu'on voulait, c'est que les enfants écrivent bien le vietnamien. Et il faut dire aussi que grâce aux rigueurs qui étaient au Vietnam, il y avait très très peu de gens qui savaient pas lire et écrire. Très peu, hein. Que des vieilles grand-mères qui savaient pas lire, savaient pas écrire, mais elles.
Elle écrivait et parfois elle comprenait l'ancien vietnamien. Tandis que le vietnamien que j'ai connu et que j'apprends et que je lis maintenant, c'est le vietnamien avec l'alphabet. Vous voyez? Donc, après que les Français soient partis, en 1957 exactement, il y avait je me souviens encore, quand j'étais toute petite, En j'étais 59. avec ma Donc, grand-mère, aller apprendre à écrire. Vous voyez? Donc, tout le monde savait écrire, presque, hein. Donc, j'ai pas de traumatisme communiste, tout ça dans ma tête quand j'étais toute petite. Je me souviens pas et je n'ai pas eu. et alors, tu as subi les bombardements américains au Vietnam. Je Oui. crois même que un de tes professeurs est mort dans tes bras. Ça, j'étais déjà au lycée. Ouais, j'étais déjà au lycée. C'est mon professeur principal de la classe. Il était mort et moi, encore jusqu'à aujourd'hui, j'ai des cauchemars. C'est un morceau de bombe qui coupait sa tête, hein, et j'ai perdu complètement son sang-froid. J'ai perdu complètement l'intelligence. J'ai perdu de tout ce que je pouvais penser normalement. J'ai pris sa tête. Je voulais remettre. Vous voyez? Ça, c'est une image que je n'oublierai jamais. Et oui, on vivait sous les bombes. Pendant les cours, on descendait dans les abris. Mhm. Euh, Moi, quand j'habitais chez mon père et ma belle-mère, 8 kilomètres de l'école. Et pendant la guerre, mon père a loué une chambre à côté de l'école pour que je puisse aller à l'école beaucoup plus facilement. J'avais un vélo, mais quand même, avec les bombes, c'est compliqué. Donc, j'étais sur place. Euh, les classes sont réparties dans les villages où j'étais, pour les pas regrouper dans un seul endroit. Vous voyez? Et on nous a appris comment aller dans les abris et on nous a dit qui sont ces gens qui viennent nous bombarder. Vous voyez? Moi, je vous dis tout de suite, hein, étant l'enfant, on ne connaît pas les Européens. Le seul blanc, hein, j'aime pas trop utiliser le mot blanc, mais bon, les Européens qui sont venus chez nous, c'était des Russes. D'accord. Voilà. Donc, on a posé question au maître. Est-ce que c'est le même blanc qui nous bombarde? Et les maîtres, quand on était petits, on ne savait pas qu'il y a plusieurs blancs. On croyait que tous les blancs, c'est dans la même... Quand on a 9 ans, 10 ans, vous voyez, on préférait jouer avec des grenouilles dans le jardin que d'apprendre la géographie. Vous voyez? Donc, on nous a appris, on nous a dit que c'est des Américains. Hein, ils habitent 11 000 ou 12 000 kilomètres de là. Ils sont venus nous bombarder parce que on voulait aider nos frères dans le sud, parce que le pays n'est pas réuni et que le pays est divisé en deux et que justement ils occupent le parti du sud et qu'il faut qu'on aide nos frères, nos sœurs dans le sud pour mettre ces Américains dehors. Et pour ça, ils sont pas contents. Ils sont venus nous bombarder. Voilà. Le discours était très simple. Vous voyez? Que ces gens-là, on ne les connaît pas. Ils sont 12 000 kilomètres d'ici, mais ils viennent bombarder. Voilà. Donc, il y a déjà une incompréhension. Parce que quand les petits, on se bagarre avec les autres sont méchants, on donne des coups, hein. Pour un enfant, si quelqu'un qui vient vous bombarder gratuitement, entre parenthèses, eh ben, c'était ancré dans la tête que c'est des méchants. Je Vous comprends. Et voyez, alors, donc c'est très simple. alors, est-ce que dans ce village, par exemple, il y avait, enfin, dans votre village, est-ce qu'il y avait énormément de pertes au front de Vietnamiens? Est-ce qu'il y avait des retours de pertes? Est-ce qu'il y avait beaucoup de pertes? Oui. Mon père, quand il était médecin traditionnel, mais il savait quand même soigner des blessés. Bien sûr, oui. Donc, dans le village, on avait des blessés qui sont arrivés. Pourtant, de chez nous au front direct du sud, c'est très loin. Mais le bombardement a causé beaucoup de dégâts. Beaucoup, beaucoup de dégâts. Surtout quand ils ont utilisé le B-52.
Alors, on passe quelques années et Ho Chi Minh meurt. Qu'est-ce qui se passe au Vietnam? Ho Chi Minh meurt en 1969, si je ne me trompe pas. Un traumatisme? En 1969, j'étais au collège. Oui, j'étais au collège. Et je crois que c'est le 3 septembre 1969, il me semble, hein. Alors, évidemment, il y avait beaucoup de tristesse à l'école et tout ça. On a fait des cérémonies, on a écouté son testament à, à haute voix. En ce qui concerne Ho Chi Minh, évidemment, comme tous les dirigeants, hein, comme tous les dirigeants, Ho Chi Minh n'était pas innocent. Ça, je le sais. Mais Ho Chi Minh, c'était un symbole pour le Nord-Vietnam. Le peuple vietnamien du Nord, maintenant, on peut juger que c'est propagande, etc., etc. Mais le peuple vietnamien, 99%, était justement était très content d'avoir et très heureux d'avoir un dirigeant qui disait faux et or, il faut mettre les Américains dehors. Oui, Voilà. Ah, un symbole de la résistance. voilà. Philippe, vous pouvez pas, même pas imaginer comment on était tous ensemble. Mais tous, quoi. Je vous donne juste un exemple. Donc, Bon, chez nous, un traumatisme de la population nord-vietnamienne à la mort de Ho Chi Minh. oui. Mais aussi, c'est parce que les Américains qu'ils ont fait ça. Parce que si jamais ils n'ont pas bombardé le nord du Vietnam, vous voyez, Oui, à cause de leur bombardement, la haine contre les envahisseurs américains était encore augmentée. Un cran. Vous voyez? Je vous donne juste un exemple très très simple. Quand on fait du riz, hein, on n'a pas d'autocuiseur comme maintenant, hein. On a fait du riz dans les casseroles en terre. mhm, Et par exemple, si on fait 2 000 kilos de riz, hein, pour toute la famille, hein, pour toute la famille, on prend un poignet de riz, on prend le poignet de riz, on met à côté, on dit ça c'est pour nos soldats. Tous d'accord. les jours. Si on mange, si on mange, bon, la viande était très rare, mais on disait que si on mange un poulet pour la famille, eh ben, on mange 2 fois parce que l'autre poulet, on l'envoie au front. Vous voyez? Ça, D'accord. tout le monde respectait, mais tous, D'accord, donc c'était un partage de toutes les ressources avec les soldats qui étaient au front. avec nos frères, surtout, parce que dans chaque famille, il y avait des gens qui sont partis au front. Et c'est pas seulement dans la famille, dans ma classe au lycée, mes copines qui sont parties comme des volontaires. Moi, j'étais pas partie parce que j'ai déjà 2 frères au front. Moi, je voulais partir. Ils voulaient pas de moi. Ils ont dit non, Tu tu voulais restes. ouais, tu Ouais. allais, aller te battre. Parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui se battaient, en effet. Ben, les femmes au Vietnam, pendant la guerre au Vietnam, jouaient un rôle décisif. Mhm. Décisif, hein. Parce que mes copines sont parties, malheureusement. J'ai 3 copines de la classe qui sont parties. Malheureusement, il y a une seule qui est revenue. Ouais, d'accord. Oui. Elles avaient 17 ans comme moi. Mhm. Oui, ils sont partis. Ils sont partis, mais quand ils sont partis et quand ils marchent à pied jusqu'au le sud, en chantant, hein, en chantant. C'est pour ça, jusqu'à maintenant, les Américains, ils n'arrivent pas à comprendre, hein, que tu ne peux pas combattre contre une nation. Tu ne peux pas. En plus, ils sont 12 000 kilomètres de là. Oui, mais d'autre part, enfin bon, moi j'amène mon petit témoignage qui n'a rien à voir avec le tien, mais il y avait quand même de l'autre côté des gens qui se battaient contre les communistes. Il y avait des Oui, oui, Vietnamiens qui étaient persuadés, et qui sont toujours d'ailleurs persuadés, oui, oui, que le communisme n'était pas une très bonne affaire. Bah, d'ailleurs, finalement, quand on voit ce qu'est devenu le Vietnam, on peut se dire que c'était pas une véritable bonne affaire. Mais donc, il y avait deux peuples qui s'entrechoquaient. Voilà.
Bah, c'était une guerre civile. Oui, tout à fait. C'était une guerre civile et c'était une guerre civile et puis une guerre entre nations, Union soviétique, Chine, États-Unis. Comme vous avez dit très exactement, ouais. C'est toujours le bloc. Les deux blocs ou les trois blocs. Enfin, voilà. Voilà, et peut-être trois blocs maintenant. Oui, c'est ça, oui. Mais juste pour vous dire que, euh, bon, on passe un petit peu, on passe un petit peu quelques années, et c'est pour ça, depuis que je suis en France, Non, depuis que je mais suis en attends, France maintenant. on va en venir ailleurs. On va d'abord suivre donc tes études. Tu arrives, tu as 18 ans, tu fais de brillantes 17. études. Tu fais de brillantes études et on te propose quoi? Alors, pendant la guerre, il y avait des bombardements, donc il y avait des conseillers soviétiques qui sont venus au village, hein, pour aider les vaillants soldats vietnamiens de tirer sur les avions, hein, avec des missiles, tout ça. Mhm. Bon, quand avant la guerre, les Russes sont venus, hein, mais c'est juste comme ça. Mais pendant la guerre, ils sont venus carrément comme conseillers. Oui, oui, oui. Voilà, donc il y avait des conseillers soviétiques. Euh, alors, Qu'est-ce qu'on te propose? Qu'est-ce qu'on te propose là? ils nous ont donné des bonbons. Il m'a fait manger le fromage, hein, que je disais, mais c'est merde, ça pue. Parce que pour les Normands, ça pue, mais pour nous, le fromage, ça pue. Voilà, cette époque, hein. Et ils nous ont donné des images, des cartes postales. Et à l'école, ils ont fait un concours. Ils ont fait un concours, le poème que vous écrivez en vietnamien pour remercier justement l'Union soviétique, comme quoi ils nous donnent des vêtements, ils nous donnent des... Oui. Ils n'ont pas dit des missiles, mais ils ont dit, ils nous ont donné des outils Bon, pour c'est combattre. les pays frères qui finalement remercient donc l'Union. Voilà. Donc moi, j'ai fait un concours. Mhm. Hein, j'ai participé à ce concours. Et j'ai gagné. Parce D'accord. que je faisais un poème. Je faisais un poème que je rêvais la paix. Mhm. Et que si maintenant quelqu'un qui m'aide pour avoir la paix contre un méchant qui vient de très loin, au-delà de l'océan Pacifique, hein, parce que Vietnam, c'est Pacifique, hein, et j'ai gagné le concours. J'ai reçu une lettre de Moscou, hein, cette époque. Hein, j'étais très jeune encore. J'étais fière, mais écoutez, j'étais fière, mais c'est pas possible. Alors, donc, et puis, et puis, je me suis dit, tiens, il faut que j'aille faire les études à l'étranger. Hein. En plus, cette époque, mon beau-frère, il était déjà à Odessa. Ah oui. Il était à Kiev. Après, il était à Odessa pour Mhm. faire un doctorat. D'accord. Il était mon beau-frère qui est devenu vice-directeur de l'école polytechnique à Hanoï après. Bon, maintenant, il a 97 ans. Hein. Bon. Alors, donc, mon rêve de Jeune. partir à l'Union soviétique Oui. est né. Hein, et je me suis dit, bon, il faut que j'apprenne bien les choses. Il faut que je sois première classe, première école pour être choisie. Vous voyez? Donc, baccalauréat, j'ai passé avec mention excellent. On était 400 candidats Oui. et imaginez-vous, on était choisis 40 Ouais. Et pourquoi faire? Alors, choisis 40, pourquoi faire? pour partir à l'étranger pour faire les études dans les Oh. pays de Comécon. Et alors, c'est le Parti communiste qui t'a choisi? Comment ça s'est passé? Comment c'est passé? Il y a deux genres d'étudiants. Il y a des étudiants mérités Oui. et des étudiants qui passent le concours. D'accord. Moi, j'ai passé les concours D'accord. parce que j'étais pas méritée. Hein? J'étais pas méritée. Dans mon livre, j'ai bien écrit que mon commandant de groupe, il était un étudiant mérité parce D'accord. qu'il était au front, Mhm. il est revenu, il a passé son bac, évidemment, c'est quelqu'un de très intelligent, évidemment, mais il n'a pas passé concours comme nous. Donc, dans les 10 personnes qu'on était partis en Pologne, il y a deux mérités
et 8 passer le concours. Donc moi, j'étais dans les passer le concours. D'accord. Et alors, direction la Pologne. Incroyable. Oui, c'était une surprise. Et à ce moment-là, la Pologne, c'était comment? Parce que ça a changé quand même. Oui. Alors, nous, on est parti en train, hein, Ah oui. en train. Mais avant de partir, on avait 2 semaines de instruction politique, Hmm. hein, à pas loin de Hanoï. Hein. Il faut pas oublier qu'on était parti en 1972, donc juste avant le bombardement B-52. Hein. Et le pays est entièrement en guerre. Il Hein. était en guerre, oui. Voilà. Voilà. Donc, nous, on partait, on partait, donc on se sentait vraiment privilégiés. On sentait une dette envers la nation, une dette envers nos camarades et envers nos familles. Ça, c'est un sentiment normal. Hein. Oui, oui. Vous partez en Europe et nous, on reste ici pour mourir. Hein. Voilà. Donc, 2 semaines d'instruction à Đại Từ, donc c'est pas loin de Hanoï. Mhm. Après 2 semaines, on a pris le train transsibérien. On traversait toute la Chine jusqu'au fleuve d'Amour, tout ça, là. Incroyable. Euh, et Et on rentre en Union soviétique, combien de jours pour le Transsibérien? 14 jours. 14 jours, oui. Jusqu'à Varsovie, c'est 14 jours. Hmm. Oui. Mais cette époque, vous vous rappelez bien qu'entre l'Union soviétique et la Chine, il y avait des affrontements. Oui, ben oui. Donc, deux trains. Le train chinois Encore, et le train russe. pas encore vraiment les affrontements. Ça va venir en 76-77. Oui, mais il y avait vraiment, Philippe, j'ai vu la frontière qui était brûlée. Ah oui? Oui, et quand on montait dans le train chinois, Mais oui. alors l'équipe chinoise qui est venue, qui nous ont donné des propagandes contre le révisionnisme soviétique. Ah oui. Ah, ah. Pendant les 6 jours qu'on était en Chine, on lisait que ça matin au soir. Hmm. Mais on était accueillis comme des rois et des reines. L'équipe chinoise venait nous bichonner, mais tous les jours, qu'est-ce que vous faut comme plaisir? Qu'est-ce qu'on vous donne? Alors, est-ce que c'est une soupe à la menthe? Est-ce que c'est le gâteau? Est-ce que vous voulez l'eau chaude? Est-ce que machin truc? Mais on était ravis, voilà. Et, mais nous, on avait notre règlement, les Vietnamiens. Mhm. Hein. Le monsieur, l'étudiant là, qui était mérité là, hein, qui est devenu notre chef de groupe, D'accord. hein, Monsieur Dunn, voilà. Et nous, on doit l'obéir au doigt et à l'œil. Donc, tous les jours, il nous a dit, les camarades chinois qui nous disent des choses sur nos camarades soviétiques, vous prenez pas la position. Vous écoutez et vous pensez ce que vous voulez, mais il ne faut pas prononcer un mot l'un contre l'autre. C'est interdit et nous, on est malins, il faut qu'on fasse un peu hein, comme ça, parce qu'on avait besoin les deux. Donc, les 6 jours passés en Chine, c'était merveilleux. Ça arrive à la frontière, horrible. Tout Alors, est brûlé. c'était la révolution, c'était à ce moment-là une révolution culturelle ou pas en Chine? Non. Révolution culturelle, c'est 1968. Ouais, En enfin, 72, c'était pas encore terminé, il me semblait. hmm, En tout cas, les hôtesses qui sont entrées dans le train, qui avaient des nattes ouais. avec 2 papillons rouges. Vous voyez? Avec l'étoile rouge et compagnie. Étoiles rouges et tout ça. Vous voyez? Mais ils étaient très gentils. En plus, ils me parlaient le vietnamien. Ah oui? Donc, quand on avait les réunions, il faut qu'on parle à voix très basse pour qu'ils l'entendent pas. Et alors, tu arrivé en Union soviétique, Alors, la frontière qui arrive, Philippe, imaginez-vous, le train s'arrête net, les bergers allemands qui montent, les soviétiques avec les bottes en caoutchouc jusqu'aux genoux, oui, Kalachnikov, les torches et tout ça, qui parlaient pas le vietnamien, qui oui. rentrent dedans, et les Chinois, l'équipe chinoise, comme ça, garde-vous. Ah bon? Oui, oh là là, moi j'ai détesté ces soviétiques. Je disais, mais comment ils sont méchants? Comment ils sont méchants comme ça? L'équipe chinoise était tellement gentille, adorable. On l'appelait grand sœur et grand frère.
Tandis que ceux-là, c'est des vrais blancs avec long nez comme ça qui arrivent, qui traitent mal l'équipe chinoise comme ça. Alors, ils ont vérifié tout, ce qu'on a. L'équipe chinoise, tous ensemble, descendus sous la voie, sous le perron, et qui regardaient, sans un mot. On a changé le train. Oui. Quel choc! Le train soviétique, le lit, c'était pour un Européen, c'est pas pour un Vietnamien. Tandis que le train chinois, c'était une natte, très jolie. Alors, tout est harmonieux. Là, on rentre dans un train mal nettoyé. Il y avait des draps qui étaient entachés Oui. et tout. J'étais hors de moi, mais on n'a rien dit parce qu'on a eu peur. Vous voyez? Donc, premier contact avec l'Union soviétique, négatif. Voilà. Et alors, arrivé en Pologne, enfin. Arrivé en Pologne, d'abord, j'ai rêvé d'aller en Union soviétique parce que j'ai gagné les concours, comme je vous ai dit. Oui. Mais ils m'ont dit, non, tu vas pas en Union soviétique, tu vas en Pologne. Et ça, Voilà. c'est qui t'a dit ça? C'était Ben, c'est le comité qui distribuait les places. c'est-à-dire les Vietnamiens. Les Vietnamiens. Il n'y a que les Vietnamiens, hein. Il n'y avait que les Vietnamiens là. Je ne l'ai jamais vu encore en polonais là. D'accord. Hein. Et donc, Alors, ils te disent, allez dans telle école. Pas dans dans tel une autre. pays, dans tel pays. Bon, comme il y avait 9 pays, n'est-ce pas? Donc, les pays frères. L'école polytechnique, en fait. Voilà, donc ma copine, ma meilleure copine, qui vient de même province que moi, elle était allée en Bulgarie pour faire la médecine. Oui. Il y a deux autres qui étaient allés en Hongrie. Mais c'était obligatoire. Tu t'avais pas à choisir. Non, il y a 9 pays, donc on te dit qui va où. Mhm. Voilà. Donc, je me suis dit, bon, bah, je suis pas choisie pour l'Union soviétique, c'est pas grave, c'est mon rêve, hein, c'est mon Eldorado, mais maintenant, peut-être tant mieux, parce que, étant donné que le train est dégueulasse. Alors, donc, on a resté à Moscou pendant 2 jours. Oui. On a visité Mausolée, Lénine. Mhm. On l'a acheté parce que le gouvernement nous a donné juste un pull. Et les chaussures, c'est pas des chaussures fermées, mais c'est des sandales. Hein. On avait très froid. Et alors, à Moscou, l'ambassade qui est venue, qui nous ont donné l'argent, on était allé dans un très grand magasin à Moscou qui s'appelle GUM, G-U-M, Oui, cette oui, époque. Voilà. Et on a acheté des pulls et des manteaux. oui. Voilà. Et on a un manteau, mais très très léger de la part du gouvernement vietnamien, donc on a tout acheté. Et on était parti en Pologne. À la frontière entre le soviétique et la Pologne, c'était Oui. très bien passé parce que c'est des frères. Donc il n'y a pas de contrôle. Hein. Voilà. On est arrivé en Pologne, on nous a enfermés dans un endroit. Enfermé? Pourquoi? Enfermés, bon bah c'est un peu exagéré, mais ils nous ont mis tous dans un immeuble. Ils nous ont dit de ne pas sortir parce qu'ils ont dit que vous venez d'un pays tropical et qu'il faut d'abord les examens sanitaires. Ah oui, oui. Oui. Voilà, donc ils nous ont mis dans une clinique pendant quelques jours. Mhm. On a pris des médicaments, pris de sang, et des urines et compagnie. Et après, on nous a relâchés. Et alors, tu ne savais pas parler les polonais, donc il Pas a du fallu tout. Le apprendre. russe, un petit peu, mais pas le polonais. On nous a regroupés à Łódź. C'est une ville textile. Là-bas, il y a un centre de la langue polonaise pour les étrangers. Et au bout de combien de temps tu as pu parler polonais? Ah, j'ai appris très vite. J'ai appris très très vite. J'ai appris très vite comment dire ça, parce que j'étais très curieuse. Et d'ailleurs, à cause de ma curiosité, j'étais punie plusieurs fois Ah bon? par mon commandant, parce que les règlements étaient très stricts. Pas de films capitalistes, Mhm. pas de jeans américains, Pas de musique non plus? musique un petit peu moins, mais pas de films, pas de jeans, pas de cigarettes américaines. Et dans le centre pour la langue française, la langue polonaise pour les étudiants, il y avait des Américains. Ah oui? Il y avait des Américains qui sont venus en Pologne pour faire les études. Ce sont des Américains d'origine polonaise, vous voyez, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de Polonais. Oui. Il y avait des Cubains,
il y avait des Sénégalais, il y avait des Congolais, il y avait tout genre de pays, hein. Et nos meilleurs amis, c'était des Cubains. D'accord. De toute façon, on n'a pas droit de côtoyer les deux Américains. Il y avait deux. Un qui est roux et l'autre qui mesure peut-être 2,50 m. Alors ça, c'est des commissaires politiques qui te disaient de pas... Le commandant le chef de groupe. Ouais, qui était un Et commissaire toujours politique. Monsieur Dunn qui était choisi pour faire les études avec nous. Ouais, d'accord. Voilà. Et alors, on te désigne pour aller dans une université. Tu refuses. Ensuite, 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 d'abord, il faut apprendre bien la langue, hein. On était plusieurs dans le centre, on était plusieurs Vietnamiens dans le centre, et malheureusement, il y a plus que la moitié qui n'ont pas pu terminer, hein, les 9 mois de la langue, pour plusieurs raisons. La santé, parce que quand même, c'est un pays froid. Oui, On n'a jamais vu la neige, hein. bien sûr. Dans un pays, on mange pas du riz, mais on mange des pommes de terre, etc. Donc, il y avait une adaptation très dure. Donc, il y a plus que la moitié qui n'ont pas pu terminer les cours de la langue. Ils sont retournés au Vietnam. Ah ouais, ouais. Et nous, on l'a resté. Mhm. Donc, maintenant, quelle étude? Hein? On fait une réunion. Et alors, je crois on te désigne pour aller dans l'école polytechnique. Et tu dis non. Exactement. Exactement. Parce que moi, j'étais très forte en maths. J'étais forte en tout, au fait. Mais j'avais toujours un amour pour la littérature. Oui. Parce que, parce que quand j'étais très jeune, on l'a lu déjà Victor Hugo. Je connaissais déjà qu'enfant, il y avait un Victor Hugo. Mhm. Il y avait un Voltaire. Il y avait un Émile Zola. Oui. Et tout ça. Oui. Donc, je me suis dit, et aussi, évidemment, on connaissait aussi Maria Skłodowska, Curie, polonaise, et aussi quelques écrivains polonais et tout ça. Et je me suis dit que je suis plutôt pour la science humaine. On m'a dit non, 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 tu es la première de la classe. Après 9 mois, tu parles polonais mieux qu'un polonais. Tu vas étudier contre les machines lourdes à Varsovie. Je dis, ben non, je peux pas, je suis trop maigre, je peux pas porter les machines, tout ça. Ah non, 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 tu vas, t'es trop fort, il faut que tu ailles à Varsovie. Je dis, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pitié, 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 je peux pas aller à Varsovie faire ce genre d'études. Je veux faire la littérature. Ils ont réfléchi, ils ont dit, bah, dans ce cas-là, tu vas à Toruń, Université Copernic, tu vas faire le droit. J'ai dit, bon, d'accord. Si j'ai pas d'autre choix, ok. Et donc, c'est le parti décidé. L'ambassade. L'ambassade qui a décidé. Oui, mais c'est le parti. Oui, voilà. Alors, tu arrives donc faire tes études et à ce moment-là, je crois, chose incroyable, Saigon tombe. C'est ça? Oui. 30 avril 1975. Oui. Hein? 73, 74, je suis au première année. 74, 75, je suis en deuxième année de droit. 30 avril 1975. Là, je me souviens encore jusqu'à aujourd'hui, Philippe. Les Polonais, les Polonais, mes amis, avec qui j'ai encore des contacts jusqu'à aujourd'hui, ils ont envahi ma chambre étudiante. Ils m'ont retiré de ma table parce que je travaillais beaucoup. On a fait la fête. On a fait la Tout à fête, fait. on a dansé. Et tout le monde était sous, en fait. Les Vietnamiens, mes camarades, là, à Torun, là, ils ont profité de l'occasion pour boire de la bière jusqu'à la mort. C'était une journée inoubliable, ouais. Les Polonais étaient contents pour nous et nous aussi. Et alors, apparemment, après cette chute de Saigon, le Parti communiste vietnamien en Pologne commence à... Bon, il autorise par exemple les Polonais à avoir, plutôt les Vietnamiens à avoir des Polonais, à pouvoir... euh, c'est quand même mieux, non? Non, c'était toujours interdit d'être amoureux d'un étranger. Ah, je crois, oui, bon. Voilà. Bon. C'était interdit de garder les films.
américains. Les films Toujours. Toujours. capitalistes pourris. Hein. Carrément capitalistes pourris, entre parenthèses. Et moi, quand je vous ai dit, j'étais allée voir le film avec Ben Mondo. Oui. Et si par hasard, mon commandant, il savait. Ouais. Je risquais de retourner au Vietnam à cause de ça. Mhm. Mais je me demandais encore jusqu'à aujourd'hui, Et qui m'a dénoncé? comment le parti, enfin, comment les Vietnamiens pouvaient-ils savoir que tu allais voir des films? Peut-être quelqu'un qui leur a dit, ou peut-être lui-même, il était allé. Ah oui, Je ne sais pas. Mais je crois que plutôt, parce que si vous voulez, parce que la Pologne, pour les Vietnamiens, cette époque, c'est toujours un pays qui est un peu vers l'ouest. oui, Vous voyez? C'est un pays qui aimait l'ouest, hein, qui détestait l'est. Il y avait déjà des mécontentements énormes envers l'Union soviétique. oui, Pour nous, les commandants nous a répété quasiment toutes les semaines pendant la réunion, parce que oui. toute la semaine, il y a une réunion, hein, le compte rendu, ce que vous avez fait. Bon. À la réunion comme ça, il nous a toujours répété que vous êtes dans un pays qui est très pro-Ouest. Donc, il faut faire très attention. Vous voyez? Donc, les Polonais étaient beaucoup plus libres que les Soviétiques, que les Chinois et que les Vietnamiens. Que les Donc, les Vietnamiens. Polonais, ils parlaient de films qu'ils ont vus. Oui, puis il y avait une certaine résistance quand même aux soviétiques via Solidarnosc et compagnie, À non? Suède, c'est après. Mhm. C'est après. Mais dans mon époque, les gens parlaient librement, les Polonais. Oui, oui. Ils me disaient que dans l'Ouest, il y a tout et en Pologne, il n'y avait rien. Vous voyez? Les filles qui rêvaient avoir des bas en nylon, les garçons qui rêvaient à un jean. Vous voyez? Donc, c'était comme ça. Et en plus, il y avait des professeurs français qui venaient à l'université. Ah oui. Oui, parce que l'université, il y avait une faculté de la langue française. Ah oui, oui, Voilà, donc il y avait des professeurs qui venaient. d'accord. Et quand le professeur venait et tout ça, eh ben, il racontait ce qu'il y a en France, il montrait les photos et tout ça. Et les Polonais, et en plus, hein, le diaspora polonais à Chicago était très fort. Ils ont envoyé les paquets, hein, la nourriture, les jeans, les bas, les cigarettes, tout ça pour leur famille. C'était autorisé pour les Polonais. Et puis en plus, il y a un magasin qui vendait, mais il faut avoir des dollars pour acheter. Donc les Polonais, ils savaient que dans leur magasin, il n'y a rien, mais à l'ouest, il y a tout. Voilà, donc revenons à mon histoire pour aller au cinéma, là. Je crois que l'un des Polonais qui m'ont vu, d'ailleurs j'étais allée avec les copines polonaises, hein. Donc ils ont parlé comme ça par hasard. Et voilà, donc le commandant a espionné et puis il savait que j'étais au cinéma, quoi. Voilà. Un bon commissaire politique. Bon, alors, on passe quelques années, enfin quelques, oui, et ça se libéralise quand même Où? en Pologne pour les Vietnamiens. La relation amoureuse est toujours interdite, mais moi, quand j'étais tombée amoureuse de mon futur mari, c'était très compliqué. Alors, nous y arrivons, oui. Avec moi, les Vietnamiens, le commandant fermait les yeux parce que je parlais bien le polonais et j'avais beaucoup de relations avec les Polonais. Donc, des fois, quand je vais avec eux quelque part à la campagne, je demande autorisation. Ils me disent oui, mais il faut que tu me fasses compte rendu ce que tu as fait. Bon, d'accord. Donc, pendant l'interdiction, je pouvais aller quand même avec ma colocataire dans la chambre, Mirka, que j'aime beaucoup et on est toujours en contact, qui est devenue après présidente du tribunal. Alors, j'étais allée chez Mirka, j'étais allée chez Anka, j'étais allée chez Hanna, et j'ai mangé des plats polonais et tout ça. J'ai tout raconté à mes comptes rendus après, hein, que j'avais pas de relation avec un garçon et tout ça. Bon. Et donc, avec moi, ils étaient un peu indulgents. En plus, les chefs de groupe, qui étaient plus vieux, qui étaient beaucoup plus stricts, ils ont terminé les études, ils sont repartis. Donc, il y a des nouveaux chefs de groupe qui sont au même âge que moi, ils sont moins durs,
ils sont moins vicieux, entre parenthèses. Mhm. Donc, je profitais de l'occasion d'aller chez les Polonais pratiquement librement. Oui, Alors, enfin, tu te maries. oui. Non, tu n'as absolument pas le droit. C'était rocambolesque. C'était bon, oui. Mais alors attends, tu tombes enceinte avant ou après? Je me rappelle plus. Avant. Avant, oui. Hmm. Donc, tu as une petite fille et tu te maries, tu te maries après. Et alors là, tu n'as absolument pas le droit de te marier. Ni tomber amoureux et encore moins d'être enceinte. Un enfant, se marier, tu es en complète contradiction avec le Parti communiste. Contre, contre le contrat moral que j'ai eu avec eux. Hmm. Parce que on s'est promis de revenir au pays pour construire le pays. Oui, enfin bon. Voilà. Parce que les autres restaient au front et nous, on partait. Alors, je rencontrais mon futur mari parce que lui, il était dans le comité ICC. Tiens, ICC, voilà, voilà. Il y avait Canada, Indonésie, la Pologne et Hongrie. Après, Canada est parti, donc l'Iran qui a remplacé pour surveiller les accords de Paris, d'accord. hein, le bon déroulement. Il est venu à Torun, il était parti au Vietnam pour ça, comme interprète, parce qu'il parlait bien l'anglais. Il est venu à Torun pour nous projeter les, fi- les films qu'il a fait et les photos. Oui. Donc, les Vietnamiens, étant donné que c'est toujours moi interprète, hein, alors forcément c'est moi, parce que les autres, d'abord, les autres, ils étudiaient les mathématiques et puis les matières très très pointilleuses, etc. Donc, c'est toujours moi qui parlais le mieux, et c'est toujours moi qui savais qu'est-ce qu'il faut parler, voilà. Alors, tu tombes amoureuse de lui. Je suis tombée amoureuse de lui et ça commence la clandestinité. C'est-à-dire que il faut qu'on fasse attention quand on est ensemble. D'ailleurs, on n'était jamais ensemble dans la rue. Hein. On, on vous voyait, hein, déjà. Hein. Et j'étais déjà à quatrième année de droit. Hein. Hmm. Je l'ai connu à troisième année de droit et voilà. Tu avais quel âge? Donc, j'avais les complicités de mon professeur, Oui. de mes amies polonaises. J'ai expliqué, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais dit, hein, qu'entre nous, les Vietnamiens, on a des règlements. On n'a jamais dit. C'était secret, gardé. Vous voyez? Et là, je suis allée voir mon professeur. Hein. Oh, il est décédé maintenant. Vraiment, c'était comme un père pour moi. Je lui ai dit, Monsieur le professeur, je suis tombée amoureuse et je suis enceinte. Il m'a dit, ah bon? Qui? Et tout ça. Alors, je lui ai dit qui et tout. Il m'a dit, bon, fais venir ce garçon. Parce que toi, tu es quelqu'un que j'estime beaucoup et qu'il faut que le garçon soit bien. Il a plaisanté, Mhm. mais a beaucoup de sérieux dedans. Je disais à mon futur mari, Piotr, je dis, bah, écoute, mon professeur de thèse, qui veut te voir. On était allé chez lui. Oui. Piotr a expliqué quelle est notre situation, demande son aide. Il l'a dit, à cette époque, il avait quoi, 70 ans, c'est pas quoi, peut-être un petit peu moins. Il a dit, j'ai jamais vu un cas pareil, mais j'ai réfléchi. Allez chez vous et continuez votre vie clandestine. Voilà. Piotr est rentré chez lui à Poznań. Moi, j'ai resté à études et tout ça. Même quand il me téléphone, parce que j'avais pas de téléphone, c'était pour dans la chambre. Hein. C'est Mhm. le téléphone dans la maison étudiante. Et j'ai même su de convaincre une gardienne qui prend le téléphone à la réception. Quand il voit que Piotr, eh ben, il monte me voir pour me dire à quelle heure il va téléphoner. Parce qu'il faut pas qu'il m'appelle comme ça. Ah bah tiens, ti là, deuxième étage, chambre 74, c'est un téléphone de son amoureux. C'est fini. Alors là, c'est fini. Alors chaque fois quand Piotr me téléphonait,
Elle a dit, à quelle heure vous retéléphonez, tout ça? Il prend un rendez-vous et j'attends à la réception pour le téléphone. Vous voyez? D'accord. Donc personne ne savait. Mais ma copine colocataire, elle savait. Ah, bien sûr, oui. Mirka. Mais elle, vraiment, rien. Rien s'est passé. En plus, elle était amoureuse d'un Vietnamien. Donc, j'ai gardé secret pour elle, elle gardait secret pour moi, en fait. Voilà. Et donc, conclusion de cet amour, une petite fille. Oui, oui. Voilà. Ah oui, mais vous avez vu le mariage? Le mariage, oui, Oui. le mariage et le baptême même. Ah voilà, le mariage, c'est digne d'un film de KGB, hein. Parce que mon professeur en question, il a appelé une autre professeure Oui, qui est professeure de droit international. Il l'a convoquée chez lui. Il a dit, il s'appelle Yolanta. Il a dit, Yolanta, la petite fille, elle est enceinte. Elle veut rester en Pologne, mais légalement. Qu'est-ce qu'on fait? alors, Alors, Yolanta, pendant des jours et des jours, elle cherchait des articles, elle cherchait des articles. Comment faire pour marier une qui n'a pas le droit de marier? Voilà. Ils ont trouvé. Ils ont trouvé. Imaginez-vous, ils ont trouvé. et alors ils ont trouvé quoi? Bon. Ils ont trouvé euh, que, que je suis enceinte et Mhm. que l'enfant qui va être naître, c'est un futur citoyen ou citoyenne polonais ou polonaise. Ils ont trouvé un article que si une femme, c'est pas marqué étrangère ou polonaise, qui a un enfant qui va être né et qui est censé être polonais, protection de la loi et interdire de tous les voyages D'accord. en avion, Mhm. qui peut provoquer, comment dire, des catastrophes, elle peut perdre son enfant. Elle peut même mourir. Mhm. Alors maintenant, il faut trouver le tribunal qui Donc, veut bien nous marier. tu ne pouvais plus être renvoyé au Vietnam. Voilà. Et maintenant, il faut trouver un juge qui veut bien le faire. Bon, écoutez, Philippe, je vous raconte ça maintenant, je rigole, mais c'était pas, c'est pas rigolant. J'avais des décontractions, je dormais plus, je risquais ma vie, je suis en clandestine, etc., etc. Donc, c'était très stressant. Donc, c'est la famille de mon futur mari qui tout réglait avec mon professeur, Monsieur Opouski, Yolanta et avec tous les autres. Ils ont tout fait à ma place. Et alors, le jour que j'ai soutenu ma thèse, mon commandant, il m'attendait pour venir, pour partir ensemble au Vietnam. Après Et le baptême de ta fille, donc? alors, d'abord, pour marier avec un Polonais, il faut être catholique. Oui. Parce Alors? que, hein, parce que mes beaux-parents, je les chéris jusqu'à aujourd'hui, qu'ils reposent dans le cieux. C'était vraiment, c'est vraiment mon beau-père surtout qui prenait les affaires carrément en main, Mhm. qui voyait que son fils a fait une bêtise, entre parenthèses. Donc, il se sentait vraiment responsable de tout. Il a dit, ce serait bien si tu vas te marier à l'église. Oui. Bon, C'est pour ça. alors, mais avant l'église, mariage civil. Mariage civil devant le juge. Et après, on a même réussi à faire une fête. Oui, on a fait même une fête. Mais devant la fête, il y a des beaux-frères qui gardaient les portes. Si jamais la milice qui vient nous m'arrêter ou c'est pas quoi, il faut sortir par derrière. Et alors, à ce moment-là, est-ce qu'en Pologne, il y avait encore un. Est-ce que la main du Parti communiste polonais était vraiment présente encore? Oui, oui, parce que imaginez-vous, moi, j'étais pas la première qui était amoureux d'un Polonais. Mhm. Il y avait mes compatriotes qui étaient amoureux des Polonaises. Les femmes polonaises étaient enceintes et le mari était kidnappé. Ah ouais. Oui. Certains qui sont entrés à l'ambassade, qui n'ont jamais ressorti.
Oui. D'accord. Et les Polonaises, ils ont élevé leurs filles et leurs garçons tout seuls. Hein. Ah oui, il y avait des cas comme ça. Il y avait un autre cas, c'est Monsieur V, qui déguisait même en prêtre pour fuir. Parce qu'il y a la milice polonaise qui le cherchait au compte de l'ambassade vietnamienne. Oui. Mais moi, mon beau-père, il avait beaucoup de relations. Le chef de police à Poznań était son copain. Oui. Donc, il a dit à mon beau-père, fais ce que tu veux avec ta belle-fille, mais il faut qu'elle parte d'ici pour que je ne le voie pas. Donc, je suis partie loin de Poznań, chez une amie de la famille. Euh, à ce moment-là, ils ont inventé comme quoi il faut que je devienne catholique, il faut que j'apprenne le catéchisme et pour marier à l'église dans ce village-là. Mais ce qui est amusant, c'est qu'à la fin, je convertis pratiquement mon prêtre, M. Tchaïkovski, en bouddhiste. Maintenant, je raconte tout ça avec beaucoup d'humour, hein, mais c'était pas comme ça l'humour. Hein. Ah bon? C'était dur. Hein. Ah oui, il y avait, ouais. C'était très dur. Hein. Et alors, on arrive petit à petit. Alors, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Tu as ta fille, tu la baptises d'ailleurs. Oui. Euh, et après, alors, tu as envie de partir en France. Alors, donc, ma fille est née en 1977. Mhm. Ça commençait déjà des pénuries dans les magasins. Ouais. Il n'y avait rien. On était tous rationnés. Hein. 200 grammes de sucre, 500 grammes de viande, etc., etc. Et ma belle-mère, elle a toujours dit qu'il faut que ma fille mange de la banane. Parce que Patricia était née à 2,7 kg. Elle était prématurée. D'accord. Elle était sous couveuse. Et quand elle est sortie de l'hôpital, à la maison, j'avais très peu de lait. Stress et tout ça. Et en plus, j'ai reçu les lettres de la part de Vietnam, comme quoi je suis traite et que tout le monde a été déçu de moi et tout ça. C'était des jours très noirs pour moi. Ah, j'étais reniée par tout le monde, en fait. Même ma propre sœur qui m'a dit, elle me reniait. Bon, elle a changé de vie après. Hein. Elle m'a reniée et que je suis une traître. Alors, J'étais... est-ce qu'ils écrivaient ça à cause du Parti communiste ou ils le Non, pensaient? non, non. Elle était convaincue d'elle-même. Que je devais venir servir le patrie et que j'étais la fierté du village et que maintenant tout le monde était déçu. Et la déception est trop grande et que je suis criminelle. Voilà. Donc, après recevoir la lettre de ma sœur et puis l'ambassade qui lançait un appel de ma arrestation, tout ça, j'étais très, très, très mal. Oui, Et, parce qu'à euh, ce moment-là, et voilà. à ce moment-là, tu avais un problème. Tu étais, en Pologne, mais tu n'existais plus, enfin, je veux dire. J'avais pas de papier, j'avais rien. Ouais. J'avais rien. Alors donc la Pologne était voilà, je reviens à un problème de magasin vide en Pologne. Donc ma belle-mère a dit qu'il faut faire la queue pour avoir une ou deux bananes. Ben on fait la queue de 6 heures du matin jusqu'à midi pour avoir demi-kilo de bananes, par exemple. Hein, pour donner à ma fille à cette époque. On mélange avec du lait, elle fait bouillir et donne à ma fille. Parce qu'elle dit que dans les bananes, il y a beaucoup de fer, etc. Donc la petite fille doit grossir un petit peu parce qu'elle est trop maigre. Voilà. Donc la Pologne était pénurie. Et alors, il y avait déjà des réunions bizarres. Hein, hein, hein. J'ai vu déjà que à la maison, on parle les choses, tout ça, mais toujours à voix très basse. Je me suis Ouais. dit, bah, tiens, il y a quelque chose qui se prépare. Et à ce moment-là, enfin, un peu plus tard, l'élection de Jean-Paul II. Les élections de Jean-Paul II, c'est 1978, quand ma fille est déjà un an. C'était enthousiaste. Dans l'église. Bon, je vais à l'église tous les dimanches matins, hein, avec la belle famille. C'est impossible d'échapper ça. Alors là, si vous voulez rester chez eux en bonne harmonie, dimanche matin, vous allez à la messe. Je suivais. Et les prêtres disaient que c'est un espoir pour la Pologne libérée et tout ça.
il parlait franchement dans l'église qu'il faut que ça change et que c'est trop de pression et que la pénurie c'est à cause des soviétiques. Bon, ils exagèrent un peu, hein. Parce qu'ils disaient qu'il n'y a pas de pommes de terre parce que les soviétiques ils prennent. Ils disaient qu'il n'y a pas de poulet parce que les soviétiques ils prenaient et tout ça. Donc la haine est encore un cran à cause de pénurie dans les magasins. Mhm. Et à ce moment-là, j'avais une copine, elle s'appelle Barbara, avec qui j'ai toujours de contact. Elle est toujours en France. Elle était mariée avec Sylvestre, donc un Français. Ouais. Alors, je lui ai dit, écoute, mon père qui soignait les Français, et moi, je lisais Victor Hugo quand j'étais toute petite, mais je n'ai jamais vu la France. Je sais que Brigitte Bardot existe, Alain Delon existe, mais je n'ai jamais encore touché la Tour Eiffel. C'est ça. Donc, il faut que je vienne en France pour rien pour voir la Tour Eiffel. Et Elle alors, m'a dit, écoute, ton passeport, il n'est pas valable. Elle me dit ça. ouais, Hein, t'as un vieux passeport qui n'est pas valable. Et bien sûr que je peux te faire une invitation, fiche d'hébergement avec mon mari pour que tu viennes. Mais il faut d'abord que tu vois avec ton mari qu'est-ce que tu peux faire pour avoir un autre passeport. Alors, on a réfléchi avec mon mari. Mon mari était allé à l'ambassade. J'ai toujours osé aller à l'ambassade. Hein. J'ai pas osé, hein, parce que je rentre à l'ambassade, je sors plus. Hein. Bon, eh ben oui. voilà. Donc, mon beau-père qui était à l'ambassade avec son fils, il disait à l'ambassadeur, c'est un autre ambassadeur, Ouais, c'est plus jeune, hein, moins dur. Il disait, Monsieur ambassadeur, ma belle-fille qui faisait les études 4 ans, 5 ans en Pologne, combien ça coûtait à l'État vietnamien? Je veux le rembourser, le frais, pour acheter sa liberté. mhm. Le Vietnamien nous dit, bah, buvez le thé, au revoir monsieur. Il est rentré à la maison, il a dit, rien à faire, il faut faire autrement. Ils sont retournés encore à l'ambassade avec un autre ami qui était chef de ICC au Vietnam en 1973, voilà, qui avait beaucoup de relations avec le gouvernement vietnamien. Ouais. Il s'appelle Marek, qui était plusieurs fois au Vietnam au compte du gouvernement polonais, qui travaillait dans le ministère des Affaires étrangères polonaise. Ils étaient allés ensemble à l'ambassade. Encore une séance de thé et tout ça, et un coup de fil, je ne sais pas où. Le mec en fac, il dit, bon d'accord, on va donner un passeport valable pour votre belle-fille. Ah, ah bah dis donc. Oui, voilà. Et en plus, on va reconnaître la petite fille. Oh là là, mon beau-père et mon mari et Marek, ils étaient allés boire. Ils étaient allés boire à l'Open Forum à Varsovie. Mhm. J'attendais à Poznań jusqu'à midi, à minuit. J'ai pas de nouvelles. Je crois qu'ils étaient morts. Ah non, ils étaient en train de me saouler. Et alors, tout d'un coup, j'ai un passeport vietnamien qui est valable, mais le passeport, c'est écrit valable que pour la Pologne. Ouais, bon. Donc, tu étais bloqué. J'étais bloquée, mais j'ai tenté. J'ai tenté, je suis allée à l'ambassade française avec les fiches d'hébergement que mon amie Barbara qui m'a envoyées. Il y avait je parlais pas le français, donc il y avait une traductrice et je racontais toute mon histoire. Hein, j'ai dit, bon, avec ces capitalistes pourris, je peux dire quand même ce que j'ai dans mon cœur. De toute façon, ils sont déjà pourris, donc ils ne peuvent pas être plus pourris. Alors, le consulat a eu pitié de moi, certainement. Elle avait les larmes aux yeux, même. Mhm. Elle m'a donné le visa pour 3 semaines. Ah, bah dis donc. Oui, mais dans le passeport, c'est écrit toujours pour la Pologne. Hein. Mhm. Toujours, hein. Mais elle passe. Voilà, je suis sortie de l'ambassade, j'avais un visa et puis je suis rentrée à la maison toute heureuse. Je disais à Barbara, j'ai fait un télégramme que ça y est, j'ai mon visa, maintenant il faut acheter les billets d'avion. Voilà.
ce que tu as fait et tu es parti. Je suis partie à... Pas fini, parce que j'étais refoulée à l'aéroport. Comment ça? J'étais refoulée à l'aéroport parce que j'ai tombé sur un policier qui était en cunier. Il m'a dit, vous me prenez pour un con, madame. Votre passeport écrit que vous ne pouvez pas quitter la Pologne. Mais moi, je suis gentille. Je ne vais pas vous livrer à l'ambassade. Je vous conseille de retourner chez vous et tranquille. Bon, mon mari, il était venu remercier qu'il n'a pas dénoncé auprès des Vietnamiens. Mhm. Mais quand même, il n'était pas content qu'il ne m'a pas laissé partir. Oui, c'est bon. Alors, on a fait demi-tour. C'est fou, hein. Et On était alors? allé, ouais, on était allé chez amis, on a dormi une nuit là-bas, et puis on a lamenté, on a pleuré tout le monde, et tout ça, mon espoir pour toucher la tour Eiffel et tomber dans l'eau. Voilà, on l'a resté, on l'a rentré à la maison. J'ai dit, ben non, ben je laisse pas tomber mon affaire. J'ai une amie, son mari travaille comme chef comptable. Il est assez riche, entre parenthèses, pour me nourrir 3 semaines. En plus, beau-père a dit que s'il faut payer une caution, il va payer. Donc, il n'y a pas de raison que je parte pas pour 3 semaines. Oui, oui. Voilà. Et alors? Donc, mais hors de question par avion. Parce que l'autre, il est toujours là. La route, oui. Alors, j'ai acheté un billet de train. Mais pour le train, il faut le transit. Allemagne de l'Est et Allemagne de l'Ouest. Oui, oui. Mais j'ai eu les deux visas de transit. Mhm. Et je suis partie en train. Voilà. Donc, je suis partie en train. Et à la frontière, il y avait des difficultés. Mais heureusement, c'était un samedi. Voilà. Et tu connaissais le français? Avant de partir en France, une professeure française, une dame, qui m'a donné des cours. D'accord. Donc, je savais dire comment je m'appelle, Mhm. où je vais, où je suis née, et qu'est-ce que je veux manger, et que le pays est beau, et vraiment basique. Bon, écoute, alors, tu as fait un autre bouquin, un autre livre sur Oui, ta présence en France. oui, 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 oui. On va pas le dévoiler. On va pas le dévoiler aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que tu as des problèmes avec les éditions actuelles. Mon livre L'étudiant insoumise, j'ai édité chez Ballon. Il Oui, y avait un certain succès. oui, oui, oui. Mais Ah, ça va s'afficher. Enfin, je le mettrai, c'est un livre qui va s'afficher à l'écran. oui, et malheureusement, Monsieur Gapchevich, directeur de Ballon, qui était parti à la retraite, et il n'y avait pas de preneur tout de suite. Mhm, Donc en 2014, ils m'ont écrit une lettre, comme quoi, malheureusement, tout est stoppé, le contrat entre moi et eux, mhm. et que je reprends le droit d'auteur. D'accord. Et entre-temps, j'ai écrit un deuxième livre. Donc, je me suis dit, je vais éditer, auto-éditer, chez chapitre.com. Mhm. Et malheureusement, 3 ans plus tard, chapitre.com fermait la porte. Ouais. Et maintenant, j'ai l'intention de recontacter Ballon parce qu'entre-temps, il y Mhm. a un couple suisse qui ont acheté Ballon. Et D'accord. maintenant, tous les ans, ils sortent des bouquins. Ok, Et je suis bah, allée voir le tu peux les catalogue, il y recontacter avait des alors. bouquins autobiographiques. Bien. Donc, je vais les contacter. Et puis, ton livre, on peut l'avoir peut-être en PDF, non? On peut voir en PDF le deuxième, oui. J'ai D'accord, mon PDF, oui. d'accord, ok. Bah, je mettrai les liens en description Hein, pour le hein. PDF. Et Oui. puis, bon, bah, écoute, Ti, merci beaucoup pour ce premier bouquin. À bientôt pour le deuxième et le troisième. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de parler avec vous. Puis, bah, bravo pour ce courage. À bientôt. À bientôt, Ti. Au revoir.